Bonjour, bonjour et bienvenue de nouveau dans le quartier de la Nouvelle-Orléans pour cette seconde et normalement dernière vidéo de lecture et découverte des règles de The Dark Quarter. La première partie, ma foi, était relativement soft, hein, très claire, très lisible. Absolument pas une usine à gaz, donc normalement, avec l'appui de l'application, on va avoir un jeu qui va vraiment rouler tranquillement. Pour cette seconde vidéo, on va s'intéresser au déroulement de la partie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la vidéo 1? Strictement rien, je n'ai pas pris le temps de peindre. Juste bien aimé, mais chaque chose en son temps, ça va venir. Donc là, en l'état, les figurines sont toujours pareilles. C'est absolument pas gênant. On va passer tout de suite sur la vue du futur plateau de jeu. Et puis, on s'attaque donc au déroulement de la partie. Alors là, on va considérer que nous rentrons dans le vif du sujet, dans le dur. Et c'est là où on va voir si les règles sont bien pensées, fluides, pour que ça convienne vraiment à tout type de joueur. Parce que, initialement, le format The Dark Quarter, comme l'était Destiny's et Chronicles of Crimes, eh bien, c'est d'être fait pour un très large public. On va voir ça tout de suite. Déroulement de la partie. Les joueurs effectuent leur tour l'un après l'autre dans l'ordre indiqué par l'application et se transmettent l'appareil en conséquence. Pendant votre tour, vous êtes considéré comme le joueur actif. Toutes les informations communiquées par l'application sont publiques et doivent être lues à haute voix. Les tours s'enchaînent jusqu'au dénouement du scénario, qui fait office de conclusion. L'application vous expliquera quand et comment le résoudre, alors laissez-vous porter et profitez de l'aventure. Je vais profiter, moi, de ce paragraphe pour émettre le premier dommage. On est effectivement dans un jeu entièrement coopératif et on nous impose un tour de jeu. C'est-à-dire que c'est l'application qui va déterminer l'ordre dans lequel nos héros vont jouer. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce que en fonction des objets que l'on peut posséder, des capacités intéressantes ou pas à tel moment, on va pas pouvoir élaborer une certaine stratégie, peut-être pour des combats ou pour appliquer un effet de jeu avant le lancer d'un test spécifique. Donc ça, c'est dommage. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Bon, peut-être que c'est suffisamment bien pensé pour que ce ne soit pas pénalisant pour les joueurs. On verra. À votre tour, accomplissez les étapes suivantes dans l'ordre. Étape 1, obligatoire si possible. Régénérer un dé effort. Ça me fait penser que on va avoir besoin des dés efforts. Alors c'est bizarre parce que ce ne sont pas des dés d'effort, des apostrophes, mais des dés efforts. En termes de langage, ça me fait bizarre en bouche. Bon, on les a là, nos dés efforts. Donc au début de notre tour, hop, on régénère un dé. En optionnel, si on possède des cartes objets, on peut les scanner. En obligatoire, on interagit avec un point d'intérêt. L'interaction est obligatoire. Ça nous oblige à avancer dans l'histoire à chacun de nos tours. Personne ne peut rester à glander sur un trottoir. On fait avancer vraiment notre aventure. Alors après, on nous détaille ces actions. La régénération de 1 dé effort. Au début de votre tour, régénérez l'un de vos dés en le remettant sur votre plateau personnage. Ignorez cette étape si vos 3 dés sont déjà disponibles. Le fameux emplacement sur notre plateau joueur, il est ici. Au-dessus, ce sont les dés défaussés. Et au-dessus, dans la case, ça va être l'emplacement de nos dés. Alors ça, c'est 2 secondes, le temps de le faire. Hop là.
Ok, on enchaîne. Scanner des cartes objets. Choisissez une carte objet issue de votre inventaire personnel ou de celui d'équipe, sous-entendu l'inventaire d'équipe, et scannez-la. Vous ne pouvez pas scanner celle qui se trouve dans l'inventaire d'autres personnages. Depuis l'aperçu du plateau ville, sur l'application, cliquez sur l'icône de scan dans le coin supérieur gauche de l'écran et dirigez l'objectif de l'appareil photo vers le QR code de la carte, récit ou consommable. Pour les vidéos spécifiques sur la chaîne, j'espère que le scan pourra se faire à... non, pas celle-ci. Pourra se faire à partir de la webcam, là. En faisant ça, clac, tchac, iScan, et ça nous dévoile des choses. Donc ça, c'est une action optionnelle, hein, en deux. Des efforts, je vais y revenir. Scanner un objet aura des conséquences différentes en fonction de sa nature, du contexte lié au scénario et du personnage qui interagit avec lui. La plupart du temps, cela revient à examiner un indice de façon plus poussée afin de fournir davantage d'informations aux joueurs. Parfois, cela déclenche des interactions complexes sous forme d'événements, dont certains s'avèrent assez longs pour durer un tour entier et nécessitent alors de se rendre sur un point d'intérêt. Et enfin, en obligation, interagissez avec un point d'intérêt. L'intrigue se dévoile principalement grâce aux interactions. Choisissez un point d'intérêt sur le plateau principal ou sur une carte lieu, placez-y votre figurine et cliquez dessus dans l'application. Pour atteindre un point d'intérêt posé sur une carte lieu, vous devrez d'abord sélectionner le marqueur de ce lieu sur l'écran afin de le révéler, ainsi que le point d'intérêt associé. Donc oui, on a forcément de la manipulation à faire sur l'application. Qu'importe où se trouvait votre figurine avant l'interaction, vous pouvez l'envoyer sur n'importe quel point d'intérêt, car rien ne restreint vos déplacements. Donc, si nous avons nos différents... Alors, faut dissocier, c'était quoi les cartes lieux, c'est ça? Enfin, les lieux. Et puis d'éventuels points d'intérêt sur les cartes lieux spécifiques. Monsieur Robichaud, venez donc là, mon petit. S'il est là, à mon tour, en action obligatoire pour interagir avec un point d'intérêt. Pas de notion de déplacement, pas de notion de timer qui nous contraint à gérer justement les déplacements. En tout cas, rien de flagrant comme ça dans les règles. Après, on peut être contraint par le biais de l'application, mais gratuitement, on peut se rendre sur n'importe quel point d'intérêt sans dépenser quoi, ni d'argent, ni de temps. C'est formidable. Ok. Je reviens sur les dés efforts. Chaque personnage dispose de 3 dés de sa couleur qui sont représentés par l'icône des efforts. Leurs résultats sont légèrement différents de ceux des dés principaux, car ils permettent notamment d'obtenir un succès automatique. Succès automatique, non, ça n'est pas celui-ci, c'est cette face-là. Là, on a un succès automatique que nous n'aurions pas sur les dés principaux. Exact, 1, 2, 3, 4. Ok. Disponible, épuisé, régénéré. Les dés disponibles posés sur le plateau personnage peuvent être utilisés lors des tests et doivent être épuisés aussitôt après. Les dés efforts épuisés sont conservés au-dessus du plateau personnage et ne peuvent pas être utilisés lors des tests. Et régénéré, un dé d'effort épuisé redevient disponible et retourne sur le plateau lorsqu'il est régénéré. La régénération se produit pour diverses raisons, parmi lesquelles régénération automatique d'un dé au début du tour d'un joueur, les instructions reçues après avoir entrepris certaines actions, par le biais de capacités de personnage ou les effets des cartes consommables.
1, 2, 3, 4 moyens d'aller régénérer des dés. Donc, notre réserve, là, elle est super importante pour pouvoir avancer dans les aventures et réussir nos tests. Alors, les marqueurs personnages. Ah, on va les associer, les bougres. Au sein du scénario, certains récits peuvent être liés à un personnage spécifique. Dans ce cas, lui seul est en capacité d'interagir avec tel lieu ou tel point d'intérêt. Et l'application vous demande alors d'y adjoindre un marqueur personnage de sa couleur. Ok. Tiens, imaginons que quoi? Eh ben voilà. Le quoi? Le mobilhome de Robichaud est là. Et ben lui seul en a les clés. Lui seul peut interagir avec le mobilhome. Donc tous les autres joueurs ne peuvent pas. Oui, de toute façon, ils n'ont aucun intérêt à venir sur ce point qui est à la couleur d'un joueur spécifique. Ok. Ah oui, c'est tout. Voilà, c'est aussi basique que ça. Pas compliqué. Cliquez sur un marqueur lieu. Si un joueur clique sur un lieu exploré, un aperçu zoomé apparaît à l'écran. Il doit alors sélectionner l'un des points d'intérêt affichés et déplacer sa figurine jusqu'à lui. D'accord, donc on a la réponse de la vidéo, de la première vidéo, là où je ne savais pas dans quel ordre et sur quelle face on plaçait exploré, non exploré. Face blanche, exploré, face bleue, inexploré. Si on clique sur un lieu inexploré, l'application lui indique s'il doit placer d'autres points d'intérêt ou carte-lieu. Il doit alors sélectionner l'un des nouveaux points d'intérêt affichés et déplacer sa figurine à proximité. Interagir avec un point d'intérêt. Après avoir déplacé sa figurine près d'un point d'intérêt et sélectionné ce dernier dans l'application, le joueur accède à une description des événements et à différentes actions possibles. En cas de doute, mieux vaut choisir l'option qui l'intéresse le plus ou correspond le mieux à son personnage. Il se peut que d'autres choix lui soient proposés par la suite, mais le plus souvent, son tour prend fin à l'issue du premier. Ah ok, en fait on a une action avec point d'intérêt par tour. Donc les tours vont s'enchaîner relativement vite, ce qui est bien. Alors, par rapport à la fin de son tour, tout dépend du contexte de l'histoire. Certaines décisions peuvent faire disparaître d'autres actions ou en proposer davantage. Lorsque vous interagissez avec un pays, les différentes options correspondent généralement à l'une de ces catégories. Un test d'attribut, le scan de carte objet, une interaction, achat, question, objet en question. Ah, ok. Une investigation, un mot de passe, un indice ou l'accès au dénouement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec le mot-clé généralement. Donc, 10 actions potentielles qui peuvent être proposées. C'est pas mal. C'est pas mal, il peut y avoir du choix. Est-ce que ça implique une rejouabilité? Je reste sur mon idée première lors du déballage. On laisse s'écouler 1 ou 2 ans avant d'y retourner. Peut-être que la bonne surprise serait d'interagir différemment pour débloquer de nouvelles options. Ça peut être intéressant. Alors les tests d'attributs. Là c'était le... Ah oui, les interactions, exact. Alors, nos tests d'attributs. Un test survient lorsque vous tentez d'effectuer une action sans en connaître l'issue. Quand vous le sélectionnez dans l'application, vous savez ce que vous souhaitez faire et avec quel attribut, mais vous ignorez la difficulté du test et les résultats possibles. Il faudra les déduire à partir de la description. Ah oui.
Oui, 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 on nous dit pas qu'on va devoir utiliser le charisme spécifiquement. Ça peut être, vous pouvez tenter d'amadouer la bonne. Voilà. Et donc, on va savoir que celui qui a le plus en charisme pourrait aller réaliser le test. Il existe 4 types de tests standards sollicitant tous un attribut différent, talent, combat, ésotérisme, charisme. Ces tests standards se déclinent aussi en plusieurs variantes. Alors, test d'investigation. Ce test spécifique est souvent utilisé pendant l'examen d'une scène de crime. Les succès obtenus déterminent le nombre d'actions d'investigation que vous pourrez entreprendre à l'issue du test. Ok. Et c'est avec le talent. Ce test de talent spécifique. Yes. Test d'interrogation. Il s'agit d'un test de charisme qui se déclenche souvent lors des interactions avec les PNJ. Les succès obtenus déterminent le nombre de questions que vous pourrez poser pendant ce tour. Ah ouais. Donc à chaque fois, ça va déterminer nombre d'actions, nombre d'interrogations. On peut avoir aussi des tests cumulatifs. Ces tests fonctionnent de la même manière que ceux de talent, combat, ésotérisme, charisme, mais leurs résultats peuvent s'accumuler d'un tour à l'autre, en les effectuant plusieurs fois jusqu'à obtenir un certain nombre de succès. Atteindre cet objectif met fin à l'interaction et prévient toute tentative ultérieure. Par exemple, creuser la Terre est un processus qui ne se résume pas à une réussite ou un échec, mais plutôt à déterminer la profondeur du trou. Les demeures de l'épouvante, qui je crois était le premier à initier ce type de test avec un cumul via tablette. Certaines capacités de personnages et cartes consommables affectent les tests liés à un attribut particulier et à ses différentes variantes. Si un attribut est indiqué, l'effet s'applique au test principal et aux variantes qui en découlent. Par exemple, les capacités affectant le charisme peuvent être utilisées pour les tests standards de cet attribut, mais aussi pour les tests de charisme cumulatif et d'interrogation. Ok. En revanche, les tests associés à une variante particulière ne s'appliquent qu'à elle. Par exemple, une capacité affectant un test d'interrogation ne peut pas servir pour d'autres tests de charisme. Mais ça, ce sera de toute façon l'application qui va nous dire faites un test de talent, d'ésotérisme, etc. Sélectionnez et lancez les dés. Après avoir choisi un test, vous devez effectuer un lancer afin de savoir comment le personnage s'en sort. Les joueurs utilisent toujours leurs dés principaux pour chaque test. Ah ok, donc 2 dés à chaque fois. Ils sont représentés par l'icône des comme ça. À cela, ils peuvent ajouter autant de dés d'effort disponibles qu'ils le souhaitent. Les règles liées à la coopération décrites dans une section ultérieure stipulent que d'autres personnages situés dans le même lieu peuvent prêter leurs propres dés. Effort, ok. Pas leurs dés principaux, mais leurs dés effort pour soutenir. Avec un dé qui se barre. Et où est-ce que ça se barre, un dé, quand on le lâche? Sous un meuble. Il remplit parfaitement sa fonction. Il ne va pas rouler derrière moi où il y a de la place. Non, il va sous un meuble. Bravo, petit dé. Donc, on peut avoir du soutien, mais uniquement par le biais d'un dé d'effort d'un autre membre. Autant de dés d'effort qu'il le souhaite. Donc, ça, c'est important. Les règles liées à la coopération, ça, je l'ai lu. Ceci n'est toutefois pas obligatoire, heureusement. Il n'y a pas de limite au nombre de dés efforts que vous pouvez lancer lors d'un même test. Ah ouais. Après, le résultat des dés.
Oh, c'est pas mal ça. 3, 4, 2. Là, ce serait un chouette lancer. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça voudrait dire que... Ça veut dire que rien du tout, j'en sais rien. Ah, par rapport à ça? Allez, on y va. Vous pouvez obtenir les résultats suivants. 1, 2, 3, 4. C'est donc la valeur chiffrée obtenue sur CD qui sont ajoutées au total du lancer. Certaines capacités font référence aux résultats chiffrés et ne s'appliquent qu'à ces derniers. Oui, on avait vu ça avec Mister, là, le professionnel. Chaque 4, ah la vache, ajoute 2 de plus au total du lancer. Donc grâce à sa compétence professionnelle, le 4 rajoute 2. 6, 9, 10, 11. Si nous obtenons un symbole étoile, ne pas confondre, ça généralement on le prend comme un succès, mais là c'est une étoile. Les dés principaux comme les dés forts possèdent un résultat étoile. Sa valeur par défaut est égale à 0. Mais plusieurs effets de cartes et capacités de personnages sont susceptibles de la modifier, voire de déclencher d'autres effets. Ok. Même chose ici, on a... Ah, ils ont... Oui, voilà, référence à l'étoile. Ah, j'avais tiré un 3. Et le succès automatique, c'est ça. Chaque dé fort possède une face succès automatique. Résultat, vaut 0 pour calculer le total du lancer, mais il ajoute 1 au nombre de succès obtenus. Alors, ça n'influe pas sur le total, mais ça ajoute un succès. Bon, ben on va voir comment l'appliquer. Capacité de personnage et cartes consommables. Les joueurs peuvent modifier leurs résultats au test à différents moments, grâce à leur capacité de personnage et aux effets des cartes consommables. Priorité des effets. N'oubliez pas, les effets incluant l'icône avant le lancer s'appliquent toujours en premier. Résolvez ensuite ceux qui induisent une manipulation physique des dés, relance, lancer supplémentaire, résultat modifié. Avant de déclencher d'autres effets liés au résultat final. Les relances. Certaines capacités et cartes consommables provoquent des relances. Lorsqu'un effet vous le permet, relancez les dés en même temps. Ah, et pas l'un après l'autre. Ok. C'est quoi la différence? Si on a 3 dés à relancer et qu'on les relance en même temps ou l'un après l'autre, au final, on sera obligé de les lancer. Bon, il y aura peut-être une subtilité le moment venu. Après, le calcul du résultat total du lancer. Après avoir lancé les dés, déclenchez les effets, additionnez les résultats pour obtenir le total, puis comparez-le aux positions des cubes attributs sur la jauge concernée. Vous obtenez un succès par cube situé sur une case dont le numéro est inférieur ou égal au total du lancer. Alors, voyons voir ça. On a dit qu'on pouvait avoir max 3 cubes, mais imaginons... Mon Garo Bichot, il a 5, 8. Allez, on va en mettre un troisième et 11. John effectue un test de combat et obtient un résultat de 7. Il vérifie combien de cubes sont sur les cases inférieures ou égales à ce résultat. Sa jauge de combat comporte des cubes sur les cases 3, 7 et 10. John gagne donc 2 succès. Moi, avec mon résultat de, on a dit 11, tout ce qui est inférieur ou égal à 11, donc on est comme ça, bah, j'ai 3 succès. Imaginons que là, j'ai obtenu un succès supplémentaire. 4 et 3, 7, 8, 9. On est comme ça.
Inférieur ou égal à 9, j'obtiens mes 2 succès, plus mon succès automatique, ça revient à 3. Mais en fonction de la position et du total, ça peut vraiment jouer en notre faveur. Le nombre de succès peut être modifié par des capacités, des cartes consommables et des succès automatiques. Exact. Qu'importe sa source, un succès est toujours représenté par l'icône succès. Une fois que vous avez déterminé le nombre final de succès, entrez-le dans l'application. Cela fera progresser l'histoire et vous dévoilera les conséquences de l'action entreprise. L'issue de la plupart des tests varie en fonction du nombre de succès obtenus. C'est aussi simple que ça. Je refais mon test avec 2 dés d'effort. Ça compte pour 0. Ah bah là, très bon jet, monsieur Robichaud. Ah, 4 et 3, 7, c'est pas mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'ai quand même 2 succès dans l'application. On rentre 2 et j'ai gagné. Fin de l'histoire. Le scan de carte objet. Alors, carte objet, on va en revenir avec notre pognon là. Alors là, je le fais pas via l'application parce que il n'y a pas de tutoriel en soi. Ça, c'est pas bien. C'est pas gentil. Les joueurs ont souvent la possibilité de scanner leur carte objet. Qu'il s'agisse de consommables ou de récits. Elles peuvent provenir de leur propre inventaire ou de celui de l'équipe, mais pas de celui d'un autre personnage. Les possibilités de scan dépendent de la situation. Il faudra faire appel à votre logique pour choisir l'objet adapté au contexte et résoudre un problème donné. Selon les circonstances, les mauvaises décisions pourraient entraîner la perte des objets. Sauf indication contraire dans l'application, scanner une carte objet n'implique pas de la défausser. Heureusement. Ah oui alors. Là où c'est intéressant, je vais reprendre le cas. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Un homme de main. Il y a un homme de main qui nous empêche de rentrer là. J'ai à la fois mon pied de biche et à la fois de l'argent. Je pourrais très bien cliquer sur l'homme de main et puis scanner un objet argent. Il refuserait l'argent, ça tourne en combat. Alors que si je clique sur l'homme de main, je scanne le pied de biche, si ça se trouve, il va prendre peur et il me laisse passer. Alors, si c'est bien boutiqué comme ça veut dire qu'on se rapproche quand même un peu, j'ai bon espoir, de relancer l'aventure en faisant des choix mais complètement différents par rapport à l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes, des PNJ. Est-ce que ce serait faisable? Là, je suis dans le peut-être, hein. Il se peut que, j'espère. Ce qui serait marrant, c'est de jouer une partie, par exemple, avec 2... J'allais dire investigateurs. Ce ne sont pas des investigateurs. Ils font partie de l'agence... Ah, j'ai oublié le nom. Ah, mince. J'allais dire l'agence Robichaud. Non. Ah, je l'ai plus. Bon, ça me reviendra peut-être. Toujours est-il qu'on joue à 2 personnages. On décide que ce sont les plus gentilles personnes de la Nouvelle-Orléans. Et tous les dialogues se font en aidant, on n'envoie chier personne, on est là pour soutenir. Et hop, après, on rejoue de façon connardesque. Et là, on envoie chier tout le monde et on voit comment ça se passe. S'il y a ça qui est prévu ou faisable, ça peut être assez marrant. Est-ce que c'est suffisamment poussé pour ça? On verra. Alors, selon la situation pour les scans objets, ok. Et ça n'implique pas la défausse, d'accord. Ça soulève quand même quelques interrogations dans mon petit cerveau. Est-ce que je serais déçu si c'était pas le cas? Peut-être. Peut-être, même si je sais parfaitement que c'est un jeu très court qui va pas prendre plus de 10 heures à jouer.
avec la boîte de base. Si déjà il y a 8 heures, ce sera peut-être beaucoup. Bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Les interactions permettent au personnage d'entreprendre une action sans effectuer de test. Il peut s'agir d'observer quelque chose de plus près, d'ouvrir une porte, de ramasser quelque chose, de poser une question à un PNJ sans test d'interrogation préalable, etc. Restez néanmoins sur vos gardes, car ces interactions peuvent déclencher des tests. Rien ne vous empêche d'entrer dans une pièce sombre, mais vous pourriez y faire une mauvaise rencontre. Ah, ouais. Plus ça va, plus je veux savoir si c'est bien foutu et si la narration va vraiment nous entraîner dans une super expérience ludique. Maintenant, les achats. Les joueurs peuvent acheter des objets sur certains points d'intérêt. S'ils choisissent cette option, ils obtiennent la liste de tous les articles disponibles. En général, chaque objet coûte une carte argent. Ah ok, il n'y a pas de notion de somme d'argent finalement. Une carte, 1. Pour acheter l'une des cartes disponibles, défaussez une carte argent, ajoutez l'article choisi à l'inventaire du personnage. L'application vous guidera. Il est possible d'effectuer n'importe quel nombre d'achats jusqu'à épuisement de votre argent ou du stock de la boutique. S'il n'y a plus assez d'exemplaires d'un objet pour finaliser la transaction, vous pouvez récupérer votre carte argent, heureusement. Question. Ah oui, d'accord. Là, on a l'icône de dialogue. Certaines options apparaissent par le biais d'un test d'interrogation. Le nombre de questions que vous pouvez poser à un PNJ est déterminé par les succès obtenus lors de ce test. Yes. Donc si j'ai mon test de charisme, allez, je fais un test de charisme parce que il aimerait bien discuter avec le chauffeur de taxi, Monsieur Robichaud. Il sait que c'est important. Il a ses 2 dés principaux et il va lancer 2 dés d'effort. Eh, on va faire mieux que ça. Il ne lui reste plus qu'un seul dé d'effort. Mais puisqu'il est accompagné de Madame Julia Paris, elle va le soutenir avec un dé blanc. Donc on lance le nombre de dés. Patatras. Oh, c'est de la bouse. Parlez pas tous en même temps. 2, 3, 4. Inférieur à 4, ça c'est neutre. Zobi, ça j'ai pas de 4, je peux pas ajouter 2. Madame Paris n'a pas de compétences caractéristiques qui permettent de changer le résultat. Au final, John, tu as fait un seul succès. Donc, il ne pourrait poser qu'une seule question. Chiotte. L'application indique le nombre de questions disponibles sous cette forme. Questions restantes, 3. Ok. Les questions permettent d'obtenir davantage d'informations. Le plus souvent, vous en débloquez de nouvelles à mesure que vous découvrez des pistes. Vous pouvez interroger un personnage pour lui soutirer des réponses. S'il semble réservé, les joueurs ont alors le choix entre 3 approches différentes pendant la conversation. Convaincre. Tenter de persuader le PNJ d'en dire plus grâce à la manière douce. Intimider. Tenter de l'obliger à répondre par la manière forte. Ou jeter l'éponge. Laisser tomber la question. Ah bah, ce que je disais, il y a quoi? Il y a 2 minutes 30. Là, on a 2 approches vraiment différentes. Et est-ce qu'à chaque fois, on pourra convaincre ou intimider? Ah, je serais intéressé de voir ça. Avec une équipe de gros connards. Et ça va chier à la Nouvelle-Orléans. Intimidation non-stop. Ça peut être marrant. Choisir la bonne approche en fonction du contexte est essentiel pour obtenir un maximum d'informations. Ok, donc c'est un coup à se flinguer une partie, ça. Hein. Si on reste toujours sur la même ligne de conduite, le résultat peut être très compliqué. Donc en fonction du contexte, eh oui.
Le PNJ est-il agressif ou amical? Quelle relation entretient-il avec le personnage? Sa première réponse ressemblait-elle à un mensonge? Si vous comptez poser des questions distinctes à un même PNJ, il vous faudra peut-être adopter différentes approches. Le convaincre pourrait fonctionner s'il est à l'aise avec le sujet abordé, tandis que l'intimider aura plus d'effet dans d'autres cas. N'oubliez pas, en fonction du contexte, votre approche n'aura pas les mêmes conséquences. Si les personnages interrogent un voyou qui vient de les attaquer et auquel ils ont mis une raclée, l'intimidation pourrait signifier qu'ils recourent à la torture. Bah non, puisqu'on est en position de force, donc on l'intimide et voilà. En revanche, s'il converse avec une gentille vieille dame, l'intimider peut revenir à lui poser des questions intrusives de façon bourrue, plutôt qu'à la saisir violemment par le col. Ouais. C'est un petit ouais hein, que je vous fais. Si vous choisissez la mauvaise option, les PNJ ne vous dévoileront pas tout. Comme il est impossible de poser une même question 2 fois lors du même tour, les joueurs pourront y revenir ultérieurement et tenter une approche différente. Ok. Les questions maladroites sont signalées par une icône de dialogue unique avec un symbole en rouge. Attention en cas d'erreur, certains PNJ réticents pourraient mettre un terme à la conversation, voire se muer en véritable ennemi si vous persistez. Ils refuseront alors de vous parler tant que vous ne les aurez pas apaisés, et certains sont même susceptibles de disparaître pour de bon. Ok. Les différents types de questions. Il y en a 4. Non posées, avec l'icône grisée. Ce sont les questions que personne n'a encore posées. Les questions déverrouillées. Elles ont été débloquées, souvent en ayant découvert une piste. Comme les précédentes, elles n'ont pas encore été posées au PNJ. Ah oui, mais c'est juste que elles sont plus importantes parce qu'elles débouchent d'une piste. En blanc, les questions qui ont été posées. Alors pour eux, c'est gris, ok. Elles sont grises lorsque le PNJ a répondu à l'une de vos questions. Si vous la posez une deuxième fois, il vous fournira la même réponse. Ça peut être pratique si on ne se souvient pas d'un élément de réponse. On reclique dessus et ça, on ne le compte pas comme action. Et puis les fameuses questions maladroites. L'icône devient rouge si vous choisissez la mauvaise approche, indiquant qu'il vaut mieux redemander en adoptant une technique différente. Ah ouais, mais alors là, pour le coup, c'est pas la narration qui va nous indiquer que l'approche est mauvaise, mais c'est carrément l'icône. C'est dommage. Par exemple, si le joueur a cru qu'un PNJ mentait et a décidé à tort de l'intimider, l'icône virera au cramoisi. Lors des tours suivants, il sera possible de poser à nouveau cette question en le convainquant. Dans la plupart des cas, ce changement d'approche est récompensé par de précieuses informations. Là, ça fait un peu, on vous mâche tout le travail. Alors, j'espère que c'est pas utilisé à trop de fois, à outrance. Ah ça, c'est dommage. Ça fait 2 fois que je dis que c'est dommage. C'était quoi la dernière fois? Je sais plus. Il y avait un point où j'étais un peu... ouais, bof. Ah! C'était l'ordre du tour. C'est l'application qui nous fait jouer dans l'ordre qu'elle aura décidé. Et ça, c'est pas cool, puisque, je le redis, dans un jeu entièrement coopératif, bah, autant décider de qui fait quoi et dans l'ordre voulu. Et là, ça peut être dommageable, ça. Ça peut devenir trop facile. Tiens d'ailleurs, en disant trop facile, à aucun moment, quand on a trituré l'application la dernière fois, il y a eu une notion de niveau de difficulté. Si ce n'est par le timer, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, le nombre de secondes qu'on avait pour réfléchir et donner une réponse. Ça va être ça la difficulté. Bon.
Après, on change de sujet. Objet en question. La plupart des PNJ peuvent également être interrogés à propos d'un objet. À l'instar des questions, cette option est accessible grâce à un test d'interrogation. Et votre demande compte dans le nombre de questions disponibles. Cela fonctionne de la même façon que le scan d'une carte objet, mais un dialogue similaire à celui des questions apparaît à l'écran. On a après les investigations avec la loupe. Les joueurs devront très souvent enquêter sur des scènes de crime. Cette action est accessible au moyen d'un test d'investigation et les succès obtenus déterminent le nombre d'actions qui s'offrent à vous pendant ce tour. L'application vous en informera. Donc tout ça, hein, ces icônes, c'est en cliquant sur l'application en fonction des lieux dans lesquels on va se trouver. Un mot de passe. Alors ça fait penser aux demeures de l'épouvante avec les énigmes qu'il y a à résoudre. Donc mot de passe, cette option ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire un mot de passe en fonction du contexte. Il peut s'agir de mots ou de chiffres. Chaque bonne réponse fait progresser l'histoire. Ils ont dû faire référence à des cartes qu'il fallait bien regarder, mais on ne sait pas s'il pourrait y avoir des numéros cachés par contre. On peut aller cliquer sur des indices. Ne sont disponibles que depuis votre base d'opération. Un point d'intérêt que l'application identifiera clairement dès qu'il entrera en jeu. Sélectionner cette option permet aux joueurs d'obtenir un indice sur la meilleure marche à suivre. Sachez toutefois que Sophie Romero, la directrice de l'agence Beaumont, c'est ça, l'agence Beaumont, voit l'incompétence d'un très mauvais œil et signalera sa déception aux joueurs sans mâcher ses mots. Sophie Romero, Madame Romero est la directrice de l'agence. On travaille tous pour elle donc. Ok. Alors, ça me fait penser que on n'a pas de, comment on va dire, de métiers qui sont associés à nos personnages. Peut-être que le fluff derrière va nous orienter. Est-ce qu'on a des couvertures ou pas? On verra. Et enfin, l'accès au dénouement par le biais d'une icône cheval. Cette option déclenche le dénouement. Dès lors, aucun retour en arrière n'est possible. Dès qu'un joueur s'y engage, toute l'équipe est entraînée dans les événements qui s'en suivent. Alors j'espère que ça ne va pas systématiquement clôturer un chapitre par un combat. Ce serait quand même dommage, il y a des choses à faire quand même. Les événements. Comment ça, les événements? Outre les éléments décrits précédemment, vous serez confronté à des événements qui interrompent le déroulement habituel de la partie. Ils peuvent se déclencher à différents moments, au début du tour d'un joueur, en entrant dans un nouveau lieu, etc. Les dénouements étant bien plus dramatiques, beaucoup d'événements s'y produisent. Il peut s'agir d'un simple message affiché à l'écran, d'interactions forcées avec des points d'intérêt prédéfinis, voire d'incidents en chaîne qui vous obligent à faire de nombreux choix et durent parfois un tour entier. Mais ne vous en faites pas, l'application est là pour vous guider, laissez-vous porter et prenez des décisions lorsque c'est nécessaire. D'accord, donc là encore on peut amener un petit coup de peps lors d'une aventure. Et puis on a des choix décisifs. Oh la vache! Pendant la partie, les joueurs doivent parfois prendre des décisions cruciales en temps réel. Les choix décisifs. Ils sont d'une importance capitale car ils impactent la progression du personnage et l'histoire elle-même. Lorsqu'un choix décisif va survenir, l'application prévient le joueur actif et lui demande de se préparer avant de poursuivre. Il doit ensuite opter pour l'une des options qui s'offre à lui dans un délai bien précis. Un compte à rebours démarre, le temps alloué dépend du niveau de contrainte de temps.
sélectionnés au niveau de la campagne, au début de la campagne. Ah, et ce serait ça le timer qui s'écoule. Tac, tic, tac, tic, tac. Les choix décisifs vous proposent 2 ou 3 options. Si vous n'en sélectionnez aucune avant la fin du temps imparti, l'application le fera pour vous. Excellent. Ces choix sont permanents et irrévocables. Demandez-vous quel avenir vous souhaitez offrir à votre personnage, car les conséquences de votre décision impacteront tout autant son destin que celui de la Nouvelle-Orléans. Durant le dernier scénario de la campagne, alors que la fin se rapproche, ces dilemmes atteindront un point critique. Vous découvrirez le résultat de tous vos choix précédents et votre personnage agira de lui-même en fonction des décisions que vous aurez prises à la vache. Vous découvrirez le résultat de tous vos choix précédents et votre personnage agira de lui-même en fonction des décisions que vous aurez prises. Là, je pense à rejouabilité et je pense à espérons que ce soit une dinguerie. Ça nous est proposé et vendu comme une pure dinguerie, cette histoire de choix décisif là. Encore une fois, ça peut être très marrant. Contrainte de temps, ben justement, on en parlait. Pendant la mise en place, au début de la campagne, les joueurs choisissent quel degré de pression ils subiront lors des choix décisifs, à savoir le temps imparti pour prendre une décision. Il existe 3 niveaux. En ébullition. Ce niveau est le plus adapté au jeu, mais il peut s'avérer trop difficile si vous ne maîtrisez pas bien la langue employée, si vous lisez lentement ou si vous n'appréciez pas ce genre de pression. Haute tension, il s'agit de la difficulté moyenne. Bien que les joueurs soient sous tension, ce n'est rien comparé au niveau précédent. Et puis pas de stress, les joueurs auront tout le temps de prendre une décision et il s'agit de la meilleure option pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue employée, qui lisent lentement ou qui trouvent les 2 autres niveaux trop intenses. Alors jouer en ne maîtrisant pas la langue de l'application, j'hésite entre être complètement con ou s'offrir un putain de challenge. Moi, je maintiens que je serai plutôt là, haute tension et puis rouler jeunesse. Remarque, vous pouvez modifier cette option à tout moment à partir du menu. Si la contrainte de temps vous semble inadaptée, n'hésitez pas à y remédier. La coopération. Les personnages peuvent s'entraider de diverses façons. Se prêter des dés efforts disponibles lors des tests, échanger des cartes consommables ou encore activer une capacité dotée de l'icône chaîne, dont certaines influencent les tests des autres. Champ d'action. Sauf indication contraire d'une carte, capacité ou consommable, les personnages doivent se trouver dans le même lieu pour coopérer selon différentes manières décrites ci-après. Cette règle est immuable, c'est parfaitement logique. Les échanges de cartes. Vous pouvez troquer autant de consommables que vous le souhaitez et même en donner sans rien recevoir en retour. L'échange peut se produire à tout moment, y compris au cours d'un test d'attributs. Les prêts de dés forts pendant les tests. On peut s'entraider pendant les tests d'attributs en se prêtant autant de dés disponibles qu'on le souhaite. Cette décision doit être prise avant le lancer. Il n'y a pas de limite au nombre de dés pouvant être prêtés ou lancés pour un test. Le joueur actif, qui a déclenché le test, lance les dés selon les règles habituelles et lui seul subit les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Ah oui, donc il n'y a aucun risque à aider un pote. Certains effets et capacités s'appliquent aux dés prêtés ou reçus et sont résolus par le ou les personnages indiqués. Et puis enfin, les capacités de personnages et la coopération. Les capacités accompagnées de l'icône chaîne peuvent être utilisées par d'autres personnages afin d'influencer sur le tour du joueur actif.
Ça, c'est important, hein, une règle de coopération à bien retenir pour ne pas passer à côté de certaines choses. Intermède. Ah oui, alors. Intermède. Je me posais la question de savoir par rapport à la consommation de nos points d'expérience. Ils ont évoqué les intermèdes. Moi, je me demandais si on avait forcément un intermède à la fin de chaque scénario, ou si on allait pouvoir, au cours d'une aventure, avoir un ou deux intermèdes. Réponse? Et ben voilà. À divers moments du scénario, y compris au terme du dénouement, l'application se met en pause et propose un intermède. Les joueurs sont alors guidés au travers de plusieurs étapes. Petit 1. Répartir l'expérience. Ah oui, alors c'est vrai que initialement, l'expérience, c'est un pot commun à tous. Ça vaut 3, on a dit 3 ou 5? Ça doit être 3. Eh ben, on nous a dit les grands valent 5. Ah ouais, ça vaut 5. Donc là, on a 7 points d'expérience, Julia et John. La plupart des pions expérience gagnés se trouvent dans l'inventaire d'équipe. Et les joueurs se les répartissent équitablement. Si besoin, ajoutez quelques pions afin que tout le monde en reçoive le même nombre. Il ne doit en rester aucun dans l'inventaire d'équipe à l'issue de cette étape. Comment ça, ajouter quelques pions afin que tout le monde en reçoive le même nombre? C'est débile, ça. Alors, ce que je comprends, hein, c'est peut-être moi le débile. Vous me direz, hein. On a 7 points d'expérience. On va les répartir. Ah bah ouais, mais Julia, t'en prends 5. Moi, j'aimerais bien en avoir 5 aussi. Ben non, c'est pas possible. 3 et 3, 6. Il y en a un qu'on a un de plus. Ça voudrait dire qu'on va prendre gratuitement un pion expérience pour que, équitablement, on ait la même somme. C'est bizarre. Si besoin, ajoutez quelques pions, au pluriel, hein, afin que tout le monde en reçoive le même nombre. Bon, troisième point de règle qui c'est bien ça, que je trouve pas normal. Là, avec ce genre de descriptif et de règles, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors qu'on a au départ un jeu adulte mature, avec une super ambiance, très immersif, et là, patatras, ça voudrait dire qu'on dénature le jeu en fait. Bon, ce sera à voir. De toute façon, même chose, hein, l'application va nous en redire plus au moment de l'intermède. Piocher de nouvelles capacités. Cela ne s'applique qu'au premier intermède de chaque scénario. Ah ouais, ok. Récupérer les cartes capacités dont l'icône de disponibilité correspond au numéro du scénario en cours, de 1 à 3. Ajoutez-les à votre paquet. Exemple. Pendant le premier intermède du deuxième scénario, les joueurs ajoutent les cartes qui affichent 2 à leur paquet de cartes capacité disponibles. Après, on passe à l'amélioration. Les joueurs peuvent à présent dépenser leur expérience afin d'améliorer leur personnage. S'il vous reste des pions après cette amélioration, laissez-les sur votre plateau. Ils seront disponibles pour le prochain intermède. Ne les remettez pas dans l'inventaire commun. Ah, on se garde une petite cagnotte. Les personnages peuvent être améliorés de 2 manières. Les attributs, le déverrouillage des capacités. Ça, on avait vu pour les capacités. Et les attributs, ok. Ah oui, on déplace des cubes. Je ne sais plus trop comment c'est branlé, mais c'était soft. Très bien, très bien. Après, point numéro 4 d'intermède, régénérer des capacités. Les capacités, une fois par intermède, sont de nouveau disponibles. S'il s'agit du dernier intermède du scénario, régénérer également les capacités une fois par scénario. Ça, c'est l'application qui va nous notifier si on est sur le dernier intermède. Sauvegarder et quitter ou continuer.
Les scénarios de The Dark Quarter peuvent durer longtemps. Ouais, peut-être 3 heures, espérons. À vous de voir si vous souhaitez faire une pause ou poursuivre l'histoire. Si vous choisissez continuer, l'application reprend là où vous en étiez et lance le tour du prochain personnage ou le scénario suivant. Si vous sélectionnez sauvegarder et quitter, l'application vous explique comment enregistrer votre progression. Chaque joueur doit alors noter la position de ses cubes attributs, scanner les cartes consommables en sa possession, puis répertorier ses capacités déverrouillées, ses dés d'effort disponibles et ses pions expérience. Alors, on notera qu'ils n'ont pas fait de feuille de sauvegarde, papier. On prend une feuille, on note le nom, on note là où on en était, on prend une photo et rouler jeunesse. Remarque. Vous pouvez également sauvegarder et quitter le jeu au début de chaque tour, en cliquant sur le bouton correspondant depuis l'écran à votre tour, et en résolvant les mêmes étapes de sauvegarde donc. D'accord, bon, mis à part cette histoire de points d'XP là, qui va me triturer le cerveau, si les joueurs ne les répartissent, les joueurs se les répartissent équitablement. Ouais. Dénouement. Ah ouais, alors j'aime beaucoup ce pion de dénouement là. Il est trop classe, trop brillant. Lorsqu'ils sont prêts d'atteindre l'objectif... Oh, je vous la refais. Lorsqu'ils sont prêts d'atteindre l'objectif fixé par le scénario, les joueurs débloquent un dernier marqueur point d'intérêt, le dénouement. N'importe qui peut interagir avec lui, mais il vaut mieux s'assurer que tout le monde soit d'accord, car cette décision implique l'ensemble de l'équipe. À partir de là, tout devient beaucoup plus cinématique. Les joueurs sont cantonnés à un lieu spécifique ou confrontés à divers événements, jusqu'à une conclusion en apothéose qui déclenche la fin de la partie. Durant le dénouement, on considère que tous les personnages sont au même endroit. Ils peuvent donc s'entraider. Attention, il y a le mot apothéose. C'est l'équivalent d'un feu d'artifice, une jouissance absolue. Donc, faut pas se planter là-dessus parce que ça ferait cher le jeu si c'est patatras en fin de scénar. La fin de la partie. Au terme du dénouement, un épilogue s'affiche à l'écran. Il décrit où en sont les personnages et ce qui s'est produit à la fin du scénario. Ok, épilogue. À moins qu'il ne s'agisse de l'ultime scénario de la campagne. Un dernier intermède est proposé. Les joueurs ont alors le choix entre continuer de jouer ou sauvegarder et quitter la partie pour reprendre une prochaine fois. Ouais. Ah la vache. Ben oui. Page 21, ça y est, c'est plié. Ah tiens, je vois Monsieur Robichaud là qui glandouille. Ça va, c'est cool. Hein. Tranquille, hein. L'agence Beaumont, je sais pas s'ils sont aux 39 ou 52 heures semaine, mais là, il a l'air bien pépère. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mais alors, voilà où c'est bien, quand un visuel d'un jeu nous emmène à des réflexions, bah, ça veut dire qu'on est dedans. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas les autres visuels de nos héros. Alors souvent, moi, je m'en sers par rapport à la peinture, hein, d'avoir un support comme ça, c'est cool. Ouais, là, il y a que mon gars Robichaud qui se balade. Là, on a les bustes des uns des autres, on n'a pas les pattes. Bref, tout ça pour dire que... eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Les crédits, merci à tout ce petit monde. Pour peu que le jeu reste super cool comme il nous a été proposé. La version française, ok. Puis on arrive aux références des icônes. Alors pour le coup, il n'y a même pas besoin de faire la photocopie de ça. Parce que on va avoir très très peu le nez dans la doc. C'est l'application qui va nous prendre par la main. Bon,
Je vous retrouve là pour... Ah oui, alors, c'est vrai, il faut pas que j'en dise trop à ce stade. Parce que je vous rappelle que suite à Malia, la réception et la découverte des règles, j'avais eu l'idée de faire le ressenti par rapport au jeu. Donc, j'en dis pas plus, ça va m'obliger en plus, ça c'est bien, comme exercice à faire la vidéo de ressenti sur The Dark Quarter. Mmh. Euh, et puis, il y a un élément par contre auquel je pense là. Le parallèle, franchement, je le fais avec les demeures de l'épouvante. Une idée comme ça. Si FFG, vous aviez une idée comme ça, hein, l'envie de faire une demeure de l'épouvante V3, apurée en intégrant ce genre de choses évolutifs et tout. Ah ouais, je claque la thune une fois de plus, mais avec grand plaisir. Peut-être que déjà avec The Dark Quarter, on aura de très très bonnes surprises. Bon, halte au feu, on y va pour clôturer cette seconde et dernière vidéo de lecture et découverte. Alors c'est cool parce que je vais avoir un petit peu de temps maintenant pour faire au moins la peinture de nos héros. Et puis sachez que de toute façon je ne vais pas jouer à The Dark Quarter dans l'immédiat. Priorité avant tout à ISS Vanguard, hein, je veux vraiment finir la campagne. Par contre, là où c'est vachement bien, et d'ailleurs, en lien avec ISS Vanguard, ISS Vanguard est un jeu long, très long, qui demande une grosse concentration, de tous les instants, un effort de mémorisation de règles, même s'il y a un mémo sur mon écran, c'est quand même une tête comme ça, je l'ai remarqué hein, après chaque séance, plus que les autres jeux Dungeon Crawler d'ailleurs. Mais The Dark Quarter, c'est typiquement le genre de jeu que je pourrais insérer après avoir fait une dizaine de séances sur ISS. On se pose, on fait une courte campagne et paf, on repart sur ISS. Je prends ISS comme exemple parce que c'est le gros jeu du moment là que j'ai. Mais ça peut être applicable avec un gros jeu comme Malia par exemple, ou un très gros jeu aussi comme Nova Etas. Donc c'est pour ça que j'aime bien dénicher ce genre de... J'allais dire pépite. Pas de salisette. J'en sais rien si c'est une pépite. Donc, voilà où j'en suis. Allez, je vous fous la paix parce que la nuit tombe à la Nouvelle-Orléans. C'est pas tout ça, mais on va se rentrer. Prenez soin de vous. Garde aux éventuelles créatures qui rôdent et qui ont l'air passablement bien méchantes. Je vous retrouve donc pour mon ressenti. À très vite. Salut, salut.